Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bienvenue aux téléspectateurs de KTO, bienvenue aux auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF qui nous écoutent. Et je salue également les spectateurs de cette très belle salle du Collège des Bernardins. Alors vous suivez l'actualité, vous avez suivi les affaires et les réunions de crise à l'UMP, les déboires et les réunions de crise au PS, un Front National qui sort en tête des élections avec un score historique, mais aussi une abstention record. Ce soir, nous n'allons pas faire de commentaires en plus sur ces événements, même si cela peut paraître tentant. Non, nous avons réuni plusieurs invités pour nous aider à réfléchir, à prendre un peu de hauteur, à comprendre ce qui est en train de se passer, pas dans les soubresauts des petites affaires ou même des grosses affaires, mais dans les grandes lignes de force ou les grandes lignes de déliquescence, de quoi faire face à l'insatisfaction et à l'inquiétude ou batailler contre la distance croissante entre la politique et la cité. Pourquoi si peu de vitalité démocratique? 52 minutes avec mes 4 invités pour en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Je commence par vous présenter à ma droite Chantal Delsol. Merci d'être ici ce soir. Vous êtes philosophe, éditorialiste, professeur de philosophie politique à l'Université de Paris-Est et vous êtes membre de l'Institut à l'Académie des sciences morales et politiques. À votre droite, Jean-Louis Schlegel, vous êtes sociologue des religions, vous êtes un des animateurs de la revue Esprit et vous vous intéressez tout particulièrement à l'évolution de la pratique religieuse dans la société contemporaine. Ce sera très intéressant de mettre ce fait-là en parallèle avec l'évolution de la pratique démocratique. À ma gauche, Stéphane Rosès, merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la société de conseil CAP, Conseil Analyse Perspective, enseignant à Sciences Po et HEC, chroniqueur à France Culture, membre d'Anima Mundi, qui conduit avec les Bernardins un séminaire de recherche sur les identités culturelles en Europe, à suivre donc ici. Absolument, absolument. La première année vient de se terminer. Nous entamons la seconde année sur les thèmes transversaux au peuple européen et la façon dont il se les approprie. À votre gauche, Tugdual Derville, fondateur de À Bras Ouverts, délégué général de l'Alliance Vita, et vous êtes l'initiateur du courant pour une écologie humaine, dont on parle beaucoup depuis quelques mois, et vous achevez un tour de France. Vous pourrez nous en dire un mot aussi. Tout de suite, donc, ces 52 minutes. Pourquoi si peu de vitalité démocratique? J'ai envie de vous entendre tous. On commence par un petit tour de table avec vous, Chantal Delsol. Parmi les derniers jours, quel événement on peut retenir dans l'actualité? Qu'est-ce qui vous a marqué et qu'est-ce que vous pouvez nous faire partager? J'écoute votre question. Si peu de vitalité démocratique, je pense que les élections d'il y a 2 jours nous montre bien qu'il y a finalement un gros problème démocratique. Alors, il y a un problème démocratique en France, mais je vais peut-être commencer par la question européenne, puis on reparlera après. Je ne vais pas faire la démocratie, qu'est-ce que c'est? C'est le débat. C'est le débat entre les opinions adverses. Et en Europe, il n'y a pas de débat entre les opinions adverses. Il y a la bonne opinion, la bonne idée, et puis il y a les mauvaises. Alors, on est obligé de voter pour telle ou telle idée. Et quand on vote mal, on vous fait revoter. Alors ça n'est pas de la démocratie. La démocratie, c'est un système dans lequel les gouvernants sont élus et ils sont à un jet de pierre des gouvernés. Et là, les gouvernants ne sont pas élus, ce sont des commissaires, on appelle ça comme ça. Et il y a véritablement un déficit démocratique et je crois que c'est ça qui explique la montée de ce qu'on appelle les populismes. Je veux juste... Déficit démocratique, c'est ce que vous retenez de ces derniers jours? Oui. On reviendra ensuite. On reviendra ensuite. Je pense sur le tour de table. Jean-Louis Schlegel. Oui, moi, ce qui m'a plutôt frappé, enfin, il y a eu tellement de commentaires qu'on n'a que l'embarras du choix, finalement. Moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est le fait suivant. J'ai regardé un petit peu la campagne publicitaire à la télé à certains moments. Les courtes vidéos, je ne sais pas comment les appeler, des différents partis. Alors, ce qui m'a quand même frappé, c'est j'aurais attendu qu'au moins une fois, mais je crois que je ne l'ai pratiquement vu jamais, un des acteurs politiques, c'est-à-dire un des futurs éventuels députés, un de ceux qui se présentaient, fasse un discours un peu enflammé pour dire voilà personnellement pourquoi je me présente, pourquoi j'irai à Strasbourg toujours, pourquoi je veux travailler à Strasbourg, pourquoi... Vous voyez, enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend un tout petit peu incarner cette Europe qui est en situation difficile, mais dont on sait qu'il s'engage pour l'Europe. Je n'ai vu aucun homme politique français, aucun de ceux qui ont défilé à la télévision, tenir ce discours qui m'aurait un tout petit peu motivé
pour y aller. Alors, bien entendu, j'ai voté. Je suis un citoyen qui va toujours voter. Mais vraiment, c'était une très grosse déception de voir qu'aucun ne s'engageait. Je dois dire aussi, alors j'ajoute ceci quand même, à titre personnel, j'ai été extrêmement scandalisé qu'une fois encore, les grands partis en France envoient les losers des élections françaises ou ceux à qui il faut trouver un poste à Strasbourg. Je trouve ça absolument inadmissible. Vous parleriez de déficit démocratique, comme l'a fait Chantal Alors Roussel ? là, je trouve le déficit démocratique est du côté, quand même, disons, des élus, des partis, des représentants du peuple français qui ne font pas ce qu'ils devraient pour l'Europe. Tuc Duhalderville, même question. Peut-être que moi, je verrais plus un fossé, au fond, un grand fossé entre peut-être une classe politique qui a sûrement ses qualités, parce que je ne voudrais pas... je dirais, ils sont comme nous, vous et moi, ils ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs engagements, mais un désenchantement extrêmement unanime contre cette classe politique, mais d'un autre côté, une vitalité tout de même, je pense, de notre société et d'une certaine manière démocratique, parce que la démocratie, c'est autour de soi, c'est dans les villages, c'est dans les villes, c'est dans les associations. Et il y a de ce point de vue, en France, encore une très forte vitalité. Alors peut-être ça dépend des endroits. Et je pense que ce fossé, il a été manifesté notamment par la faillite de la prétendue démocratie participative. Alors j'ai été très engagé dans un mouvement social, il y a eu 720 000 signatures, et voilà que la plus grande pétition jamais réunie en France en démocratie participative a été écartée du bras. Je suis également impliqué dans une pétition européenne avec 2 millions de signatures, et là aussi on sent qu'il y a une sorte de raidissement et d'effroi, et que, alors qu'il y a un processus qui a été mis en place avec un de nous pour se saisir d'un sujet sérieux, la recherche sur l'embryon, etc., il y a une sorte de raidissement, et comme s'il y avait, on assumait finalement que des élites récusaient le processus participatif qui devient donc un leurre et qui écœure davantage encore le citoyen. Avec la Manif pour tous, avec un de nous, vous avez eu ce sentiment d'un déni démocratique ? Oui, je dirais d'un déni, mais ce que je retiens le plus finalement, c'est la vitalité, c'est-à-dire une promesse. Quand on s'intéresse au bien commun, quand on s'engage, alors au début, bien sûr, il y a ces protestataires, ensuite on s'engage contre l'injustice, et ensuite on construit une société, et c'est de la politique, c'est autour de soi, et de ce point de vue, je crois qu'il y a, en tout cas en France, une très belle promesse, mais effectivement, on arrive peut-être au bout d'un cycle, ça c'est vrai sur le plan des partis. Stéphane Rosès. Non, je crois que ça a été dit, il y a un déficit démocratique en Europe. Et d'un certain point de vue, il y a une intelligence des peuples. Quand les peuples voient le sujet, ils se mettent en mouvement. Les institutions européennes ne sont pas démocratiques. Elles ne sont pas démocratiques. Et donc, du coup, ce qui m'a frappé durant ces européennes, c'est la contradiction suivante. Les débats dans les 25 pays ont été des débats très nationaux. Beaucoup, qu'ils soient pro-européens ou anti-européens, ont pointé Bruxelles comme encadrant des politiques, en disant soit il faut le faire, ou ça correspond aussi à notre intérêt national, soit en dénonçant Bruxelles. Et sans doute les citoyens ont la conscience que sur les grandes questions économiques et sociales, beaucoup dépendent des débats européens. Et pour autant, les citoyens européens ne sont pas allés voter. Alors, je crois que c'est une autre façon de dire ce qui a été dit déjà, mais on va y revenir. C'est que la démocratie, ce n'est pas un principe. La démocratie, c'est une efficace pour faire tenir ensemble un peuple. Et donc, le sujet de la démocratie, c'est qu'est-ce qui fait que je me retrouve avec les autres ? Et c'est effectivement l'organisation d'une conflictualité, de sorte qu'ensuite, à l'issue d'un processus démocratique, il y a un consentement de l'assemblage. Et c'est comme ça qu'on explique le fait que les Français peuvent à la fois se dire « oui, c'est vrai, tout se décide à Bruxelles », et pour autant, ils ne vont pas aller voter alors qu'il y a quand même des petites marges de manœuvre. Qu'est-ce qui s'est passé en France ? Quand en 2005, les Français disent non au traité constitutionnel européen, c'est que momentanément, pour eux, l'Europe n'est plus la France en grand. Et donc, ils renationalisent le souhaitable en allant chercher des personnalités comme Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal qui ont comme point en commun de remettre au cœur de la nation ce qui nous assemble. D'où la dissociation cognitive, c'est bien au sein de la nation que se refait l'être ensemble des Français, puisque momentanément l'Europe n'est plus la France en grand, et en même temps, ils sont conscients que beaucoup de décisions se prennent à Bruxelles. Dernière chose, quand on parle d'Europe, surtout en France, il faut distinguer deux choses qui n'ont rien à voir.
L'idée que les Français se font de l'Europe, de ce qu'elle devrait être, c'est l'Europe idéale. Et ils voient l'Europe comme le prolongement de ce qu'ils sont, comme les autres peuples. Et, par exemple, quand les Français votent non au traité constitutionnel européen, le soir même des élections, un sondage est fait, 62% des Français veulent une nouvelle constitution européenne. Donc ceux qui votent contre Bruxelles ne sont pas du tout des anti-européens. C'est qu'il y a une contradiction entre l'idée qu'ils se font de l'Europe idéale et l'Europe réelle. Donc quand on parle d'Europe, sinon on ne comprend rien aux sondages et aux études d'opinion. Donc surtout en France, quand on parle d'Europe, il faut distinguer, est-ce qu'on est en train de parler de l'idéal européen, de l'idée européenne, de l'idée qu'on se fait de l'Europe, ou est-ce que l'on parle de l'Europe telle que, à tort ou à raison, on pense qu'elle fonctionne concrètement. Et les deux n'ont rien à voir. On a bien compris et bien posé, vous avez bien posé les termes du débat. Chantal Delsol, est-ce que, pas sur le côté européen, mais sur la notion de démocratie qu'a tenté de définir Stéphane Rosès, est-ce que vous êtes d'accord? Oui, vous avez raison de dire, c'est pas parce qu'on ne vote pas comme il faut, voilà, qu'on est contre l'Europe. Simplement, il y a un débat, il devrait y avoir un débat, il n'y en a pas évidemment, autour des diverses façons de faire l'Europe. Mais il y a une seule façon, autrement dit, comme si c'était une science. Pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de débat, pardon? Ah ben parce qu'on interdit le débat. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord, par exemple, avec Maastricht, ça a été comme ça, immédiatement, il est classé populiste. Et c'est la mauvaise pensée. Quand on vote mal, on vous dit qu'on n'a pas compris. J'ai reçu encore un texte aujourd'hui, mais c'est sans arrêt comme ça. Les résultats de dimanche montrent, entre autres, l'énorme déficit d'éducation à l'Europe. On ne nous a pas assez bien expliqué. Nous sommes des idiots, c'est bien connu. Nous ne savons pas lire. Donc, on ne nous a pas assez bien expliqué. Mais ce n'est pas une question de nous expliquer. C'est la question qu'il y a un certain nombre de gens, moi je suis très européenne, mais je ne suis pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle existe. Il y a un certain nombre de gens comme moi qui ne sont pas d'accord avec cette Europe-là. Alors qu'est-ce que c'est que cette Europe-là? C'est au fond ce que j'appellerais l'usine à gaz. Voilà, des gens qui ne sont pas d'accord pour l'usine à gaz. Qu'est-ce que c'est que l'usine à gaz? C'est une Europe où finalement on s'occupe de mesurer les chasses d'eau, mais on ne peut pas aller tous ensemble au Kosovo. Il faut qu'on appelle les Américains parce qu'on n'est pas assez forts. Nous, ce que nous voudrions, les gens qui sont comme moi, c'est qu'on nous laisse mesurer nos chasses d'eau, parce qu'on peut le faire, nous, mais qu'on aille ensemble au Kosovo. Voyez ? Et ça, ce n'est pas une opinion acceptable. On ne nous laisse pas développer cette opinion. Si on veut la développer, on nous dit on est des populistes, donc il faudrait mieux nous éduquer. Et c'est ce que je retrouve dans des mails comme ça. J'ai reçu ça aujourd'hui. Je ne dirais pas d'où ça sort, ce ne serait pas sympa. Jean-Luc Schlegel, déficit d'éducation de la part de ceux qui vont voter ou volonté de ne pas les écouter? Oui, avec l'Europe, on lit tellement de choses qu'on trouve juste d'ailleurs, et ce que vient de dire ma voisine, je peux l'approuver, mais il y a tellement d'autres facteurs qui jouent que chacun retient un peu certaines choses et peut-être pas d'autres. Moi, je suis plutôt frappé. Nous avons un problème comme citoyens de l'Europe. Stéphane Rosès et puis aussi Tugdual Alderweireld en ont déjà un peu parlé. Nous avons un problème comme citoyens. Mais quand même, je suis frappé du manque d'incarnation en haut. Après tout, quand on regarde la démocratie française, l'élection, je crois, qui suscite encore le plus de motivation, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire, à un moment donné, quelqu'un se présente et incarne quelque chose de l'état de la France, de l'idée de la France, des projets pour la France. En Europe, il faut quand même le reconnaître, ça manque absolument. Je ne vois pas quelle figure concrète incarne, ou quelques figures au moins, incarnent aujourd'hui ce que pourrait être l'Europe et donc, en gros, donc déficit démocratique par manque de figures. Nous sommes allés voter pour une abstraction. Alors nous avons entendu 1000 discours, mais moi j'aimerais bien voter pour quelqu'un ou quelqu'une qui pour moi représente en quelque sorte un visage de l'Europe, une incarnation de l'Europe, un projet européen et qui arrive à le défendre avec des arguments. C'est ça que j'attends. Est-ce que c'est pas paradoxal, pour l'instant, on n'en est sûrement pas là. Alors, évidemment, on parle peut-être d'une présidence, que sais-je encore, mais moi, j'aimerais bien qu'on aille dans ce sens-là. Stéphane Rosès, est-ce que l'idée de démocratie, elle est compatible avec l'idée de grande figure qui émerge? C'est tout le sujet de qu'est-ce que la démocratie d'une part, et d'autre part, ça vient d'être dit à juste titre, qu'est-ce que la démocratie en France? Je crois que la démocratie, ce sont des procédures démocratiques, mais le sujet derrière ça, c'est
Qu'est-ce que la politique en régime français? Ça s'appelle la République. Et la République, c'est une démocratie particulière. C'est ce que vous appelez l'incarnation. Pour qu'il y ait incarnation, il faut que préexiste un peuple. Et le problème de l'Europe, c'est qu'il n'y a pas un peuple européen. Est-ce que vous considérez en tout cas, pour les Français, il n'y a pas un peuple européen. C'est-à-dire que le sujet, depuis des siècles de la France, c'est de trouver des modalités. Ça a été le catholicisme, la monarchie absolue, la République, des formes de rapport à l'espace, les croisades, les colonies, l'Europe comme la France en grand, et puis des incarnations politiques qui tiennent ensemble les Français. Si les Français sont les plus pessimistes au monde, c'est qu'il n'y a plus ni projection dans l'avenir, l'idée que demain serait meilleur n'existe plus, ni projection dans l'espace, l'Europe n'est plus la France en grand, et ni incarnation politique. Et donc, la démocratie dont on parle, est-ce que ce ne serait pas un des fondements aujourd'hui de la France, comme vous avez cité la monarchie, le catholicisme? Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça la nouvelle identité? Je crois, ça a été dit très justement, de la même façon qu'il faut distinguer l'Europe réelle de l'Europe idéale, il faut distinguer le rapport des Français à la politique, qui est toujours passionnée, qui fonctionne toujours, c'est-à-dire que les abstentionnistes aux européennes ont pu débattre des européennes éventuellement sans aller voter, et la question, je dirais, de la représentation politique. Ce sont deux choses qui n'ont, là encore, rien à voir. La passion politique fonctionne, et ça a été dit en 2007 comme en 2012, les Français se sont précipité aux urnes, parce que c'est une question existentielle. Contrairement à ce qui se dit, une présidentielle n'a pas pour vocation essentiellement d'élire un président de la République, elle a pour vocation de mettre le pays dans une dynamique de réactivation de notre imaginaire, de remettre à plat ce que l'on a ensemble, de se disputer idéologiquement, et ensuite, au deuxième tour, de consentir sur une personne. Et donc, c'est une modalité d'assemblage qui est absolument nécessaire, dont on ne peut pas se passer. Ça n'a rien à voir avec la critique du personnel politique tel qu'il est et tel que le font les Français. C'est là peut-être que je me dis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a presque honte aujourd'hui de notre classe politique. Et je dis ça tristement parce que je pense que, je l'ai dit, ils ont peut-être leur raison. Mais par exemple, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de culture, il n'y a pas de culture de la vérité. Quand on voit un ministre de la République qui brandit des documents qui semblent, si j'ai bien compris, attester l'inverse de ce qu'elle dit, il y a une sorte de désenchantement, de dégoût. Et puis on voit qu'après, elle est défendue par un président de l'Assemblée nationale qui dit que oui, elle réenchante la politique. Et alors, à ce moment-là, on entend encore plus de d'écœurement. Et donc c'est vrai que je pense qu'une sorte d'effondrement des repères anthropologiques, des repères de fond qui expliquent notre présence dans la société, explique cet effondrement beaucoup du désenchantement, parce que peut-être nos élites aujourd'hui politiques ne sont pas tout à fait à la hauteur moralement. On revient au manque d'incarnation de Jean-Luc Schlegel. De ce fait, moi, mon espérance, c'est ce qu'on essaie de vivre au courant pour une écologie humaine, c'est que, voilà, on dit le poisson pourri par la tête, mais moi je ne fais pas du Hollande bashing, parce que je pense que ça ne sert à rien. Mais par contre, il s'agit de reconstruire une société par la base. La société se construit par la base. C'est nous qui sommes responsables de notre société. Donc oui, la passion politique fonctionne toujours, comme l'a dit Stéphane Arnès. Je pense que oui, effectivement. Mais là, je ne sais pas ce que vous en pensent nos interlocuteurs, mais il me semble qu'il y a presque un dégoût qui fait peur. Parce que c'est pas loin de la colère, c'est pas loin du sentiment, d'une vacuité absolue du monde politique si il n'y a pas des convictions solides, engagées, courageuses, affirmées, enthousiastes, comme Jean-Luc Schlegel. Passion politique, mais en même temps, dégoût du personnel politique. Je suis très sensible à ce que dit Jean-Luc Schlegel à propos de cette espèce de désincarnation qui, à mon avis, est presque, en tout cas consciente, mais peut-être même plus ou moins volontaire, qui s'exprime d'ailleurs. Je trouve deux exemples tout de suite, mais je pense qu'on pourra en trouver d'autres. Les billets de banque, qui sont constitués par des figures, enfin, des monuments absolument abstraits, complètement abstraits, qui ne sont pas tel ou tel monument, ou encore la théorie du patriotisme constitutionnel. Comment voulez-vous qu'on tombe amoureux d'une constitution
Voilà des choses qui montrent bien à quel point tout ça est abstrait. Alors pourquoi est-ce que tout ça est abstrait? Ma proposition d'explication est celle-là. Nous sommes abstraits parce que nous sommes matérialistes et il n'y a que l'argent qui soit abstrait. Si vous regardez la campagne que nous avons eue pour essayer désespérément de nous faire voter, depuis 4 semaines, on a une campagne où, vous savez, on nous montre une dame qui sort de l'hôpital, qui rentre de l'hôpital dans une voiture et on nous dit, madame, vous savez qui a payé votre voiture? Mais non, je ne sais pas. C'est l'Europe qui a payé votre voiture. Vous voyez, alors aujourd'hui, l'Europe paye la voiture et puis demain, ce sera l'Europe à payer ce qu'il faut pour semer un champ de blé ou je ne sais pas quoi. Et on dit, voyez, l'Europe paye ça, elle paye ça, elle paye ça. Donc votez pour l'Europe. Mais non, ça ne nous intéresse pas, ça. C'est pas ça le problème. Alors ça, c'est ça la désincarnation pour moi. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais... Jean-Loup Schlegel, ça revient. Avec votre étude de la pratique religieuse, est-ce qu'on peut faire un parallèle peut-être entre la pratique démocratique en France et la pratique religieuse? Oui, mais alors... C'est extrêmement difficile. Disons, du point de vue religieux, tout simplement un fait très simple. Il est certain que l'Europe, pour l'instant, n'évolue pas du tout comme les autres continents. C'est-à-dire ce qu'on appelle la sécularisation, qui est en fait un terme très compliqué, qui ne signifie pas nécessairement la disparition de la religion, et surtout pas dans les cœurs et chez les individus, mais une certaine disparition collective quand même. Mais aussi qui se traduit par des retours du religieux tout à fait inédits. Disons, l'Europe est très fortement atteinte par cela, on pourrait dire, alors, il y a beaucoup de mots pour le dire, il reste beaucoup de croyants, mais aussi beaucoup de croyants sans appartenance en Europe, où alors les appartenances sont multiples, les identités religieuses sont extrêmement perturbées, des choses de ce genre-là. Les autres continents évoluent au contraire vers plutôt un renforcement de la foi religieuse sous des formes un petit peu étonnantes aussi parfois, fondamentalistes, des choses de ce genre-là, c'est vrai. Mais disons, nous sommes un peu à l'envers. Alors est-ce qu'il y a une faiblesse de l'individu religieux qui joue aussi dans notre absence, je ne sais pas comment dire, dans notre scepticisme européen, dans notre absence d'espérance très franchement, je ne sais pas comment réunir un certain nombre de faits quand même dans ce pays. C'est le pays où la natalité reste forte tout de même par rapport aux autres pays. C'est le pays où on consomme le plus, semble-t-il, de Prozac et de choses de ce genre-là pour se refaire une santé. Alors, c'est tout à fait étonnant comme contraste. Comment réunir, effectivement, la France est certainement un des pays, malgré tout, en Europe, aussi les plus sécularisés. Alors, quel lien peut-on faire tout ça? Je crois quand même qu'il faut y aller doucement. Mais en revanche... Si je parlais un langage un peu religieux, je dirais, c'est vrai, il y a quand même une crise de l'espérance dans ce pays, une crise de l'avenir, une crise de la projection. C'est étrange quand un pays fait encore autant d'enfants qu'en France. On peut poser la question à Tuc Diolderneville. Est-ce qu'un croyant aurait plus d'espérance dans la politique? Au moins, je réponds simplement. En tout cas, le croyant des monothéismes est habité par une espérance. Et a fortiori le chrétien. Moi, je pense que, en tout cas, là c'est vrai que je suis content d'être ici pour parler notamment du mouvement social dont j'ai été un des porte-parole, parce que souvent j'ai vu des politologues nous analyser comme si on était des insectes sans pouvoir exprimer des choses. Et je crois que dans ce mouvement social, dont la matrice, comme l'a dit Kamel Béchik, le porte-parole, était chrétienne, c'est vrai, et largement, il y a une force magnifique pour la mutation, pour le changement politique, c'est le sentiment, chez les chrétiens, que pour changer le monde, il faut se changer soi-même. La fameuse réponse de Mère Teresa qui répondait, si un journaliste qui posait qu'est-ce qu'il faut pour changer le monde, vous changez, vous et moi. Et ça, je pense, c'est un moteur du changement qui est en promesse. Je n'ai jamais pensé que dans les élections européennes qui viennent de se dérouler, ça aboutirait à un changement radical parce que c'est trop court, mais les nouvelles générations que j'ai vu s'engager pour le bien commun, je dirais même parfois de manière désordonnée, c'est possible, mais tomber amoureux du bien commun, changer leur carrière, changer leur projet pour faire valoir une conception de la société dont je pense qu'elle est profondément altruiste, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe des générations futures et pas seulement des intérêts personnels. Ça, je crois que c'est une promesse de mutation et que c'est vrai. Le christianisme encourage à cela.
Après, c'est pas gagné d'avance, ni pour moi, ni pour personne, mais je crois qu'il y a une chance pour la démocratie, effectivement, que les chrétiens soient engagés. D'ailleurs, on leur dit de voter, hein, on leur dit de s'engager, d'être des citoyens qui votent, et le désenchantement ne fait pas partie, normalement, de leur matrice originelle. Stéphane Rosès, aux inquiets pour la démocratie, qu'on entend beaucoup en ce moment, est-ce que ce que propose Tugdual d'Herville, est-ce que voit Tugdual d'Herville au quotidien, est-ce qu'on n'est pas là dans des nouvelles réponses? Je crois que dans notre pays, il y a une tension entre ce que vivent et font les gens au quotidien et sur les territoires, qui est très riche, qui est très dynamique. On voit que face à la crise, les catégories populaires, dans leur usage d'Internet, savent trouver des bons filons. Les individus, ne pouvant pas se projeter dans l'avenir en se distinguant, s'assemblent dans les quartiers. Et puis, il y a une crise nationale, un pessimisme national. Sur ce point d'espérance, vous êtes d'accord avec Tugdual d'Herville? Absolument. Mais il y a une crise nationale de représentation de qu'est-ce qu'être français. Qu'est-ce qu'être français, non pas au sens conservateur, ou encore moins réactionnaire, mais qu'est-ce qui nous assemble? Qu'est-ce qui nous assemble? Et je crois que ça provient de la chose suivante, c'est que nos élites, qui sont universalistes, peinent à repérer les spécificités de la façon de fonctionner des Français, qui est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Or, le point en commun, par exemple, entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est qu'arriver à l'Élysée, alors que pour se faire élire, ils ont bien dû rentrer dans l'imaginaire français pour les projeter dans une vision de l'avenir, une fois à l'Élysée, ils ont un point en commun, c'est qu'ils ne disent plus là où ils doivent amener la France. Comme si la France avait un problème avec le monde extérieur. Et donc, le recours, c'est l'idée que l'extérieur nous imposerait à nous mettre en mouvement. Or, c'est tout le contraire de la façon de faire des Français. Les Français sont projectifs, ils sont hugoliens, ils sont napoléoniens. Je ne prends qu'un exemple. J'ai mené pour HEC Ernst & Young une étude internationale sur la façon dont nos élites économiques et d'opinion, au plan international, voyaient chacun des pays. Dans cette étude, les 2/3 des élites, des leaders économiques et d'opinion, pensent que la France peut tirer parti positivement de la mondialisation. Les 2/3 des élites étrangères pensent que la France peut tirer parti positivement de la mondialisation. Les élites françaises interrogées pensent aux 2/3 exactement le contraire. Donc nos élites peinent à comprendre le fonctionnement des Français et ils pensent du coup à tort, plus facile de dire aux Français qu'ils doivent se mettre en mouvement, sinon ils vont périr. Et là, il y a un problème, je dirais, de compréhension de ce qui met en mouvement le pays. En un mot, ce qui met en mouvement n'importe quel pays, Madame Delsol a raison, l'économie est une modalité au service de l'assemblage des peuples. Ce n'est pas le contraire. Première chose. Deuxième chose, le sujet des Français, c'est que nous sommes un pays du surmoi. On va chercher à l'extérieur le salut ou bien le bouc émissaire. C'est une façon très différente de fonctionner des Anglais. Les Anglais, eux, c'est un pays du moi. Ils ne vont pas chercher à l'extérieur leur propre salut. Ils vont faire un travail sur eux-mêmes. Les Allemands, ce qui les unifie depuis la nuit des temps, c'est quelle épreuve ensemble nous allons affronter. Et depuis la Seconde Guerre mondiale, ce sont des épreuves économiques, de sorte que le salut vienne de l'effort salvateur. Donc chaque peuple a une façon de fonctionner et nous avons un problème, c'est que telles qu'elles sont formées, la plupart de nos élites ne comprennent pas comment concrètement se fait le rapport des Français au travail, se fait le rapport du citoyen à la nation, ce que fait l'affectivité des Français quand ils achètent un produit ou un service, la question de la marque, la question de l'investissement corporate. Les Français ont un rapport au travail qui est un rapport très affectif. Il y a beaucoup d'affectivité
dans le peuple français. Or, malheureusement, trop souvent, parce que nous sommes universalistes, nous ne voyons pas nos spécificités. Pourtant, Sarkozy et Hollande, au Bourget et à la Concorde, avaient dit « il y a un génie français ». Oui, d'accord, ils disent il y a un génie français, mais ils semblent être défiants à l'égard de l'intelligence des Français une fois qu'ils sont à l'Élysée. L'un avait dit « je suis le sauveur, je m'occupe de tout, d'ailleurs je dois toujours m'occuper de tout », et l'autre dit « vous voyez, je suis intelligent, j'ai une boîte à outils, là je vais aller à... » Mais jamais ils ne disent « voilà où j'amène la France », car pour savoir où on amène quelqu'un, il faut savoir qui on est. Pour bien s'adresser à Angela Merkel et aux Allemands, il faut comprendre comment fonctionnent les Allemands. Donc on ne peut pas dire voilà où on va si on ne sait pas qui on est. Donc ce sont des questions qui ne sont pas essentiellement des questions économiques et sociales. Est-ce que ça rejoint ce sont des questions Delciol culturelles nous disait tout à l'heure à propos de ce décalage? Est-ce que cette élite universaliste, elle est un peu la cause de ce déni démocratique européen? Oui, je crois que nous avons une élite qui gouverne sans tenir compte des peuples. Vous êtes d'accord avec tout ce qu'a dit Stéphane Rosès là? En tout cas, ce qu'il dit sur l'élite, oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que ça ne m'étonne pas que les statistiques montrent que l'élite a une opinion et le peuple une autre. Et toute la question du populisme, en fait, est là. C'est quand même curieux que l'ennemi principal, ça s'appelle populisme, c'est-à-dire le peuple. Hein. C'est quand même impressionnant. Il y a 50 ans, quand on disait populaire, c'était plutôt bien. Maintenant, quand on parle du peuple, c'est pour dire populiste, c'est-à-dire ce sont des gens qu'il faut faire taire. Mais je vais revenir sur la question de l'espérance. Vous avez parlé tout à l'heure de sécularisation qui pourrait être un indice de la crise de l'espérance. Je pense que c'est plutôt laïcisme. Au fond, sécularisation et laïcisme, c'est pas la même chose. Le laïcisme, c'est français et ça signifie plutôt l'apologie de l'athéisme. Alors, ce que je veux dire, c'est que à force de détruire les idéaux, les idéologies, de jeter la dérision sur les religions, sur la spiritualité, enfin en tout cas quand elle est une spiritualité traditionnelle du pays, c'est-à-dire au sens finalement judéo-chrétienne, à force de jeter le discrédit sur tout ça, on en arrive à imposer finalement une forme de matérialisme. Et finalement, quand on n'a plus comme espoir que le canapé et les vacances, eh ben, l'espérance est tarie, hein, je crois, tout simplement. C'est-à-dire qu'à force de faire le vide autour, eh ben, il ne reste plus que ça. Il ne reste plus que les choses matérielles, et donc l'espérance tarie. Alors vous me direz, les Français ont des enfants encore. Est-ce que ce vide, c'est pas le manque de projet, le manque de projection dont parlait Stéphane Rosès, le manque de projection de nos élites? Ah ben non, mais nos élites, attendez, je pense qu'elles, en même temps, elles sont assez matérialistes, mais elles savent très bien où elles vont. Hein. C'est-à-dire qu'elles ont quand même un projet. Je ne pense pas qu'elles soient relativistes. Si on regarde l'Europe, elles savent où elles vont, mais elles ne savent pas nous y emmener. Ah ben, elles ne savent pas nous y emmener parce qu'on ne veut pas toujours y aller. Il y a un projet idéologique que mènent nos élites européennes et que mènent les élites françaises aussi, que j'appellerais, ça ne s'appelle pas parce que ça se fait par-dessous, c'est un projet d'émancipation progressiste ou individualiste extrême. Qui nous mène à considérer comme des imbéciles les gens qui n'acceptent pas, par exemple, le mariage pour tous, etc. On pourrait citer cet exemple comme on pourrait en citer plein d'autres, qui ricanent en permanence sur les pays, j'appellerais ça des pays des marches, l'Irlande, la Pologne, qui ne veulent pas l'IVG comme nous, etc. Donc tout ça, ce sont des projets d'émancipation individualiste extrême. Et dès que les peuples ne sont pas d'accord avec ça, on les considère comme des imbéciles, on les rejette et on les traite de populistes. Jean-Louis Schlegel, c'est un projet progressiste, il existe selon vous? Je ne ressens pas tout à fait les choses comme Chantal Delciol, parce que je trouve de fait, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, l'individualisme grandissant s'est installé dans tous les pays développés européens. Ça va de pair avec la consommation, avec des choses de ce genre-là qui sont très profondes. Et moi, j'ai toujours insisté pour dire aussi que l'individualisme des individus démocratiques n'est pas nécessairement de l'égoïsme. Nous vivons dans des sociétés qui sont formatées très fortement, et l'éducation des enfants tout petits commence par là, pour faire des individus démocratiques. Alors effectivement, à un moment donné, on aboutit peut-être à des excès terribles, mais
tout compte fait, c'est quand même avec ça qu'il faut faire aujourd'hui, quoi. Hein. Et alors là-dedans, on peut quand même se battre, je trouve. On peut militer, ce n'est pas interdit. Il y a quand même une liberté positive qui est possible, une liberté d'engagement. Et là, je rejoins aussi Tugdual Alderweireld. Alors, en même temps, c'est vrai que ce qui complique les choses, c'est que... Dites-nous ce qui vous sépare de Chantal Delsol. Je veux dire, pour moi, ce n'est pas nécessairement le... Enfin, si vous voulez, une société... Je ne crois pas que des individus, beaucoup d'individus vertueux ou croyants feraient nécessairement un meilleur monde politique. Hein, le monde politique est un monde qui a ses lois, ses règles, qui a ses vertus propres. Par exemple... On peut imaginer un dirigeant politique chrétien extrêmement fervent, mais qui, du point de vue de la décision, est un incapable parfait. Et cela lui sera très durement reproché. Hein, parce qu'effectivement, il y a quelque chose en politique qui exige que celui qui est à la tête décide. Ça rejoint peut-être certains thèmes que vous avez abordés tout à l'heure. Effectivement, de dire quelque chose au pays sur une direction pertinente qui puisse l'emporter. C'est un peu ça que je veux dire, quoi. Hein. Donc, bien entendu, je me battrai toujours pour que les politiques soient de plus en plus vertueux, et même qu'il y ait des hommes politiques chrétiens, c'est peut-être ce qui manque, en effet, mais je ne peux pas croire nécessairement qu'ils seront le salut. Il y a une autonomie du politique, il y a des vertus politiques propres, hein, d'appréhension, peut-être même de capacité de gérer la violence politique, parce que c'est un univers extrêmement violent. Hein, c'est un des lieux humains où il y a probablement la violence verbale, surtout, la plus extrême. Il faut la vivre. Il faut pouvoir la vivre. Et ça, tout le monde ne le peut pas. Non, mais j'ai pas du tout dit que parce que quelqu'un était spiritualiste et vertueux, il sera forcément compétent, il sera pas nul. Bien sûr qu'il y a des gens nuls partout. La question n'est pas là. Je dis simplement qu'à partir du moment où on vous enlève le tapis des pieds, je veux dire, on supprime toute forme de spiritualité, quelle qu'elle soit, les grands idéaux. Etc. À ce moment-là, il n'y a plus que la matière, il n'y a plus que la passion pour les choses. Oui, je vous trouve très pessimiste, Chantal Delsol, sur la question de la spiritualité, parce que là où vous avez raison, et Jean-Louis Schlegel le dit, c'est que toutes ces dernières décennies, il y a eu un phénomène d'individuation et de personnes qui, peu à peu, se sont confectionnées leur propre représentation. Il y a beaucoup de religieux sans religion. Et je suis frappé, au contraire, dans toute la dernière période, sur la question du retour à la terre. Par exemple, Pierre Rabhi. Oui, c'est ça, spiritualité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire Pierre Rabhi, le retour à la terre, l'intérêt. Regardez le succès de toutes les revues de philosophie, de psychologie. Gaïa, tout ça. Voilà, il y a toute une interrogation. Là où vous avez raison sur Chantal. Pour vous, Chantal Delsol, ça veut dire quoi? Non, mais je comprends. C'est-à-dire qu'il y a quelle est la différence entre aujourd'hui et maintenant? C'est vrai qu'il y a une inquiétude maintenant. Pourquoi? Parce que tant que les individus pensaient que demain serait meilleur, vous avez raison, le matérialisme était très très fort. Oui, c'est vrai. C'était ce qu'appelait un prix Nobel d'économie américain. Il disait, pour moi le bonheur, c'est de gagner $10 de plus que mon beau-frère. Bon, alors, quand du fait du cours du capitalisme, les individus, parce que le capitalisme passe du capitalisme managérial au capitalisme patrimonial, celui des financiers, ne voient plus de quoi demain sera fait. Alors, le modèle de la réussite change. Ce n'est plus gagner plus, c'est plus travailler plus pour gagner plus, pour me distinguer des autres avec une belle voiture. Il y a un changement du pays, c'est travailler utile pour consommer non pas plus mais mieux, et puis pour aller chercher du commun. C'est la question de la spiritualité. Et mon intuition d'ailleurs, c'est que la peur environnementale, climatique, je n'y connais rien. Je ne sais pas si le péril climatique vient de l'homme ou pas, mais peu importe. Il y a une croyance. Je crois que la peur écologique est une peur eschatologique à laquelle croient les personnes, alors que sans doute ils n'en savent rien sur le fond scientifique, parce que c'est une façon de se réapproprier un futur qui échappe en disant « nous avons bien tous un intérêt commun qui est la sauvegarde de la planète, et si on remettait à plat tout ce qui nous tient ensemble ». Et effectivement, sur la question du mariage pour tous, je l'ai observé,
Au départ, c'est un débat assez classique gauche-droite. D'un côté, la gauche veut l'égalité des droits, y compris pour les homosexuels, et puis de l'autre... Bon. Et peu à peu, le débat commence à prendre une autre dimension autour de la PMA-GPA, qui devient une dimension plus anthropologique. Au départ, la majorité politique de gauche n'avait pas du tout eu conscience de cette dimension anthropologique. C'est une niche électorale, je pense, qui était non, c'est pas la peine de dire niche. Non, c'était une conviction des gens de gauche qui était de dire, mais il y a eu le Pax, les homosexuels. Je crois qu'au départ, ça correspondait vraiment à la représentation de la gauche, qui est l'égalité doit progresser pour tout le monde. Et puis, peu à peu, il y a eu une prise de conscience avec le débat dans la société qui avait sans doute quelque chose de plus compliqué. Et là, François Hollande, sur la GPA, a fait un retour en arrière. Mais entre-temps, le débat avait pris... Donc, pour dépasser cette question, c'est vrai, Madame Delsol, qu'il y a les individus, Jean-Louis Schlegel a raison, les individus ne sont pas prêts à revenir en arrière sur la question de la liberté individuelle. Par contre, vous avez raison, il y a une interrogation anthropologique et politique sur qu'est-ce qui nous tient ensemble. Et le problème de l'Europe, c'est qu'elle semble défaire les nations qui sont les cadres démocratiques sans rien construire à la place. Tant qu'il y avait le mur de Berlin, il y avait implicitement un dépassement à l'Europe. C'était la paix, la lutte contre le totalitarisme, et puis il y avait l'idée d'une prospérité européenne. Et le problème là, c'est qu'aujourd'hui, la gouvernance européenne et les politiques européennes ne correspondent plus au génie européen. Parce que depuis des siècles, le génie européen qui étonne les étrangers hors Europe, c'est comment se fait-il que dans un si petit endroit, il y a des peuples culturellement si différents qui arrivent à cohabiter. Eh bien, on a inventé des religions monothéistes, des modes de pensée, des modes de commerce, l'idée du marché, la Renaissance, pour faire vivre ensemble ces peuples. Or, nous avons aujourd'hui des politiques qui sont des politiques purement et simplement de la norme. Oui, ça, non vrai, pas ça. Des projets communs, non pas des constructions politiques, mais des normes. Tu veux dire un mot sur inventer des religions, qui est quand même une formule étonnante. Et puis, vous nous direz aussi... Comment vous êtes d'accord avec Stéphane Rosès pour ce problème écologique qui dépasse les clivages ? Oui, si vous permettez, moi je rebondis, vous avez dit deux mots, commun et norme. Et je pense qu'effectivement, dans le Tour de France qu'on fait en ce moment du courant pour une écologie humaine, on entend beaucoup de personnes qui nous disent leur souffrance de se voir écrasés par des normes. Alors ça peut être des architectes et des urbanistes qui ont l'impression de ne plus faire qu'appliquer des normes, indépendamment même des changements climatiques qu'il y a en France entre le nord et le sud. Ça peut être des agriculteurs qui ne font que travailler pour recalculer derrière leurs primes, qui ont l'impression qu'ils perdent le sens de leur métier. Et donc je pense qu'effectivement la réponse à cet écrasement par les normes et dont le symbole à tort et à raison c'est l'Europe pour eux, eh bien c'est la mise en commun. C'est-à-dire le refus d'une sorte de société individualo-collectiviste où il n'y aurait que des individus atomisés, une société liquide et sans repère finalement. Le refus de cette société, mais la construction d'une société à hauteur d'homme, ajustée à hauteur d'homme, que chaque corporation, pour oser ce mot, chaque groupe de personnes puisse vivre. Nous sommes au fond, les Français, des tribus gauloises. Je pense que vous avez dit sur l'Europe, c'est aussi vrai pour la France, cette multiplicité de sensibilités, de régions. Les tribus gauloises, créatives, généreuses, râleuses. Alors là, elles sont très désenchantées et très râleuses, mais quand elles sont dans la créativité, et quand on leur propose, à leur hauteur, à proximité, là où elles vivent, de réaliser pour le bien commun, dans un altruisme bien compris, un intérêt bien compris et à la fois altruiste, elles font de très grandes choses. Dans le petit village que j'habite en Vendée, je suis frappé de voir très forte participation aux élections, parce qu'il y a un petit bureau de vote et on passe les uns les autres, ceux qui ne passent pas n'est pas très bien vu. 30 personnes à la cérémonie du 8 mai pour 150 habitants, 30 personnes, et déposant une gerbe, avec le discours de l'actuel ministre des Anciens Combattants, qui, moi, m'a ému quand j'ai entendu prononcer ce discours avec les anciens combattants qui étaient là. Et quand une maison est cassée, brûle, ce qui a été le cas il y a quelques mois, j'ai appelé les pompiers, j'ai vu que sur le lendemain, 10 hommes du village réparaient le toit de leurs voisins. Ça, c'est ce que j'appelle de l'écologie humaine à hauteur d'homme, mais il faut pour cela que les gens ne se sentent pas écrasés par un principe de précaution, par exemple, qui protège tout le monde et finalement ne protège plus le plus faible et le plus fragile. Et donc je crois qu'il y a à réinventer une démocratie locale, à la déployer et effectivement à contester
ces normes qui deviennent si envahissantes, d'abord on ne peut pas les connaître sans grands spécialistes, sans payer très cher, et aussi on a l'impression que finalement notre destin, le sens de nos vies, est comme conditionné par un monstre au-dessus qui n'a plus figure humaine. Ça, je crois que c'est un grand risque. Vous avez évoqué dans votre question la question de l'environnement. Moi, je pense que en tout cas, le défi environnemental, tel qu'il a été posé il y a quelques dizaines d'années, nous a obligés à envisager le futur de notre planète avec responsabilité. Et je pense que c'était l'invention d'un altruisme extrêmement positif. Désormais, c'est le futur de l'homme lui-même qui est en cause, avec notamment les biotechnologies, avec le fantasme de création d'un homme nouveau, la fameuse transhumanie. J'en ai discuté longuement avec Alain Grimfeld, qui était à l'époque président du comité d'éthique. Et je crois, comme Jacques Attali l'a exprimé lui-même, que ça, c'est le défi politique, social, économique, et que... Ces questions-là, comme le dit Stéphane Rosès, pourraient réenchanter l'idée de démocratie, pourraient redonner une espérance, pourraient... Oui, en tout cas, c'est un... aux jeunes générations, donner l'envie de s'engager. C'est un défi, et peut-être la réponse, je ne sais pas si ça peut réenchanter, mais ça me responsabilise. Je pense que la réponse à la toute-puissance fantasmée est très mondialisée, c'est vrai, de ce fameux transhumain, le cyborg, pour ceux qui suivent organisme cybernétique, c'est l'homme interdépendant, vulnérable, altruiste, et qui est d'accord pour co-construire à sa hauteur, hein, c'est une expression de Pierre-Yves Gomez, économiste, qui est un des co-initiateurs de notre courant, à sa hauteur, se responsabiliser à sa hauteur, dans son métier, dans sa proximité, dans sa cage d'immeuble, plutôt que le rabougrissement individualiste qui est tentant pour tout le monde, mais qui ne peut aboutir bien sûr qu'à un désenchantement général. Alors, tour de table de chacun pour nous donner vos solutions pour réenchanter cette démocratie, pour en redonner chair à la démocratie. Chantal Delsol. Oui, pardon. Il ne faut pas oublier que l'Europe s'est constituée dans la diversité. Vous venez de parler de diversité. Et c'est parce qu'il y a eu de diversité en Europe depuis toujours qu'il y a eu liberté. C'est une absolue certitude. Et si on veut créer un grand ensemble européen, l'Europe c'est un grand ensemble. Si on veut que la liberté demeure, il n'y a qu'une seule solution, c'est la décentralisation, c'est le fédéralisme, ce sont les décisions dans chaque lieu, et donc c'est le contraire de la norme. Autrement dit, on est en train de faire exactement le contraire de ce qu'il faudrait pour que nous soyons à la fois un grand ensemble et en même temps rester en liberté. Donc je pense que la seule solution, ce serait de faire un véritable fédéralisme. Jean-Louis Schlegel, sur cette même question. Alors juste, je voudrais le dire rapidement, il y a 30 ans déjà, j'ai lu un débat entre Marcel Gauchet et Alain Finkielkraut sur ces sujets que nous abordons ce soir. C'était déjà le déficit démocratique, l'individu épuisé, l'individu désengagé, le désenchantement, etc. Il parlait de ça. Alors, Finkielkraut, depuis, a continué une carrière brillante, qu'on connaît bien, et il n'a cessé de dénoncer cet individualisme démocratique et tous ses effets négatifs. Et Dieu sait que nous les voyons, nous les constatons, hein, et pas seulement en politique, nous les constatons socialement, du point de vue économique, etc. Parfois, c'est traduit aujourd'hui aussi par certains, et notamment des jeunes, disons, ils dénoncent très, très, très durement le libéralisme. Hein. Le libéralisme devient l'ennemi par excellence avec un grand E, alors que dans le libéralisme, il y a quand même aussi liberté, donc il faut se méfier. Mais je me souviens que dans cet entretien entre Gauchet et Finkielkraut, Gauchet, ils étaient assez d'accord sur le constat de cet individu épuisé. En revanche, Gauchet pensait qu'il y avait toujours une ressource dans l'individu démocratique qui lui permet de rebondir s'il lui en donne la possibilité, l'occasion, si on arrive à susciter cette flamme. C'est peut-être un optimisme, je ne sais pas, mais on peut aussi peut-être dire que c'est un argument rationnel, parce que les individus ne sont jamais aussi épuisés qu'on le croit. On voit quand même qu'ils sont encore capables de réagir. Ou même, à la limite, si on parle Europe, là, après tout, il y a actuellement un syndrome anti-européen énorme, et c'est vrai, ce syndrome, c'est quand même dit. Ce syndrome, après tout, on peut le... Personnellement, ce n'est évidemment pas ma propre réaction, mais tout compte fait, l'élection nous dit aussi peut-être quelque chose de positif. Jean-Luc Schlegel, on écoute Stéphane Rosès sur cette question. 2 minutes, puis ensuite 2 minutes avec Tullio Alderville pour finir. Je crois que les continents, les pays ou les territoires à l'intérieur de la France qui fonctionnent sont ceux pour lesquels il y a une adéquation entre l'esprit des dieux ou un imaginaire national ou un génie européen, le mode de gouvernance, de démocratie et le type de politique.
Je crois que les dirigeants européens, ou l'Europe telle qu'elle se fait comme si l'Europe était une partie du monde comme les autres. Les Européens coûtent trop cher. Et donc, nos dirigeants européens, comme nos dirigeants nationaux, peinent à repérer ce qui fait la spécificité de l'Europe. Et ce qui fait la spécificité de l'Europe, c'est la capacité de faire des projets en commun. Ce n'est pas dire aux pays européens, soit pour survivre, soit vous voulez survivre ou vous voulez renoncer à ce que vous êtes. Ça, c'est pas possible comme choix. Et c'est ça qui explique la montée du nationalisme et du populisme. Et c'est pas l'Europe, effectivement. Et c'est en tout cas pas la France. Et en France, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les Français, nous fonctionnons comme ça. Les Allemands ne sont pas des Français en plus disciplinés. Concrètement, redonner cher à cette démocratie. Ça veut dire concrètement s'appuyer sur les identités des peuples européens de sorte de construire des projets européens, de sorte de redonner souffle à un esprit démocratique et européen qui n'a pas disparu. Les marques aujourd'hui, soit de jacquerie au plan national, soit de crise au plan européen, viennent tout simplement qu'il n'y a pas de phasage entre le gouvernement des choses, les modalités économiques et de gouvernance, et ce que sont les peuples. Donc il faut qu'il y ait une pensée sur les spécificités des peuples européens, de sorte qu'ils travaillent ensemble. Tugdual Derville, pour le mot de la fin. Je poursuivrai la logique en repartant aussi de la base. Au fond, nous vivons, chaque être humain, dans un écosystème qui est notre personne, toutes nos dimensions, y compris d'ailleurs la dimension spirituelle qui peut-être est un propre spécifique de l'homme, dans une famille qui n'est pas seulement la famille nucléaire, qui pourrait être un peu rabougrie, une famille élargie. Et c'est là que se jouent les solidarités amortisseurs de crise, dans un contexte, dans un lieu jardiné par l'homme, c'est-à-dire la nature, mais la nature aussi qu'il apprivoise. Et je crois que cette diversité des modes de vie doit être respectée en profondeur si nous voulons être épanouis. Et cela veut dire effectivement de ne pas être écrasé par des normes qui deviennent technocratiques et qui deviennent déshumanisées. Et alors, si on libère cette énergie des êtres humains dans leur cadre de vie, on peut faire le pari de l'altruisme. Je ne sais pas si c'est pas vous, Chantal Dessol, qui avez écrit un livre « Qu'est-ce que l'homme ?» et en regardant, voilà, l'homme est fait pour donner, l'homme est fait pour partager son repas. Et ça, il faut qu'il puisse le faire. Il ne faut pas qu'il soit empêché de le faire par des systèmes qui étoufferaient sa créativité et même sa générosité, parce que je crois que si on le libère, et je crois que c'est arrivé largement pour des dizaines de milliers de personnes désormais, eh bien, ils peuvent construire une société et s'approprier le politique le moment venu dans les années qui viennent. Merci beaucoup, Tugdual Derville. Pourquoi si peu de vitalité démocratique? Je crois qu'on a eu beaucoup de raisons d'espérer et beaucoup de débuts de réponses. Stéphane Rosès, Chantal Delsol, Jean-Luc Schlegel, merci beaucoup pour cette soirée. À très bientôt pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bonne soirée.